Voilà, bon, tout le monde est à peu près placé. Je vous propose que l'on commence sans tarder pour éviter de prendre du retard dès le début de cet après-midi. Donc il ne vous aura pas échappé donc, que ce matin, nous sommes consacrés à des sujets verticaux, notamment avec la mobilité et la rénovation. Là, on va essayer de voir un petit peu plus large. D'une part, avec le Green Deal européen en début d'après-midi. Et puis d'autre part sur la question plus large donc, du mix énergétique dans un deuxième temps, pour terminer, vous le savez, qu'un regard croisé avec messieurs Pouyanné et Roux de Bézieux. En attendant, donc, on va tout de suite commencer par la table ronde consacrée au Green Deal, parce que Pascal Canfin, malheureusement, ne sera pas présent. Il nous a fait savoir très récemment qu'il ne pourrait pas intervenir. Mais ce n'est pas grave, nous allons faire sans lui s'agissant du Green Deal. On aura l'occasion de réaborder la question, ou en tout cas de vous donner un aperçu pour ceux qui ne le maîtrisent pas, de savoir effectivement ce qu'est ce fameux Green Deal européen. Donc en tout état de cause, je demande aux intervenants à la première table ronde de cet après-midi à venir me rejoindre. Donc il s'agit de Valérie Bouillon-Delporte qui est présidente d'Hydrogène Europe, Philippe Sequet, président d'Eurogaz, et Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz, président du groupe de travail énergie d'Hydrogen Europe. Installez-vous comme vous le souhaitez, je veux bien juste me réserver la dernière, voilà, puisque j'ai mon minuteur, ce qui est toujours important pour tenir le temps, ou en tout cas essayer de s'y conformer. Voilà, donc comme ce matin, un micro par personne. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de matinée, n'oubliez pas que vous êtes invités à conserver votre masque tout au long donc, de cet après-midi, que seuls les intervenants ont la possibilité de se démasquer au moment de prendre la parole, ainsi que je le fais moi-même. Et enfin, s'agissant des questions-réponses en fin de table ronde, donc un micro vous sera amené, c'est l'hôtesse ou l'hôte donc, qui continuera à prendre le micro, et ainsi vous serez amené à poser votre question en restant masqué. Voilà, donc c'est d'usage aujourd'hui que de rappeler ce petit protocole. Alors, merci à vous trois donc d'être présents sur cette première table ronde, donc je le disais, consacrée à la place du gaz dans le Green Deal, à la stratégie hydrogène en Europe. Et je vais tout de suite commencer par donner la parole à Valérie Bouillon-Delporte, donc présidente de l'association Hydrogen Europe. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit aperçu de ce que c'est que le Green Deal pour ceux qui ne le maîtriseraient pas encore ? Alors, le Green Deal, en résumé, c'est quoi ? C'est la nouvelle stratégie de croissance de l'Europe. Pour bien la comprendre, il faut savoir d'où on vient. Alors, c'est au cours des dernières années, notamment lors des élections pour la nouvelle Commission européenne, il y a eu une vraie montée en puissance sociétale sur les enjeux climatiques et les enjeux de la transition climatique. Vous avez tous en tête des initiatives notamment portées par la jeunesse. Greta... Est-ce qu'on peut augmenter le son de Madame Bouillon-Delporte ? On n'entend pas bien son micro. Allez-y. Donc Greta, c'est bien mieux, Greta Thunberg, pour ne pas la citer. Et on a vu un changement et un passage je dirais, d'inquiétude au niveau de la population, des soucis qui jusqu'à maintenant tournaient autour de l'économie, autour de l'immigration, autour des politiques étrangères, se focaliser sur le changement climatique. Je vous cite deux chiffres. Une étude qui a été menée justement en 2019 par Eurobarometer montre que la préoccupation de 93% des citoyens européens tourne autour des sujets de cette transition énergétique et de ce changement climatique. Et 72% reconnaissent que pouvoir réduire le poids des énergies fossiles dans l'économie, c'est aussi une opportunité économique sans précédent pour l'Europe. Donc c'est sur cette base-là que la nouvelle Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen s'est basée pour sortir son Green Deal. Le Green Deal, c'est quoi ? C'est véritablement comment bâtir une nouvelle croissance pour l'Europe sur des modèles économiques différents. Et lors de son discours d'introduction, la présidente de la Commission européenne notamment a accentué le rôle que pouvaient jouer les nouvelles technologies, les nouvelles énergies, dont l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas le seul pilier de ce Green Deal, mais le Green Deal ne peut pas se faire sans l'hydrogène. Alors comment est-ce que ça se passe en termes de timing ? Donc ça, on voit bien que le Green Deal, c'est le cadre général. L'objectif, c'est effectivement de repartir sur un nouveau modèle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des révisions de directives, des stratégies, selon quel timing ? Alors, vous avez déjà, vous avez le Green Deal en soi, vous avez une feuille de route qui est très claire. Hein. En 2050, la Commission européenne s'est fixée pour objectif d'être le premier continent zéro émission.
donc avec un certain nombre je dirais, d'actions à mener pour cela. Et elle a replacé l'hydrogène au sein de cette transition énergétique sur un certain nombre d'axes, donc la production massive d'hydrogène bas carbone, la décarbonation de l'industrie, et puis comment traiter les secteurs qui ont des difficultés à se décarboner, la mobilité lourde, mais également le bâtiment, et un certain nombre de secteurs qui sont concernés. Alors dans le transport, vous en avez plusieurs. On peut parler du transport de marchandises avec les camions, on peut parler également du transport maritime et fluvial, de l'aéronautique, du ferroviaire, etc., etc. Donc si je comprends bien, l'objectif qu'on s'était fixé à l'époque du fait de Nicolas Hulot de neutralité carbone en 2050, aujourd'hui c'est un objectif qui est pour toute l'Europe. C'est un objectif qui est pour toute l'Europe et qui va donc s'exprimer à travers ces 3 axes-là. Je vous donne un chiffre au niveau de la production d'hydrogène. L'objectif, c'est quand même de prendre en compte un certain nombre d'éléments économiques, parce que cette transition énergétique, elle a un coût certes, mais il faut qu'elle soit économiquement acceptable pour les acteurs économiques. Et en ce sens, pouvoir produire très rapidement, massivement, de l'hydrogène renouvelable à un coût abordable, c'est devenu une des priorités, avec un objectif très clair, 2 fois 40 gigawatts à l'horizon 2030. Pour revenir sur la question que je vous posais au niveau du timing, ça se passe comment? Sur l'hydrogène, c'est déjà assez bien cadré. Qu'en est-il pour les autres aspects du Green Deal? Alors, pour le Green Deal, vous avez un plan d'accélération sur les prochaines années, justement pour faire face à la crise, puisque le Green Deal avait été conçu et lancé avant la pandémie du Covid-19. Donc, un certain nombre d'axes ont été identifiés pour aller vite sur les 2-3 prochaines années. Ensuite, on est sur cette feuille de route qui s'étale sur la décennie qui vient. Et quels sont les moyens qu'on compte déployer au niveau européen pour mettre à bien ce Green Deal? Alors là, on parle en plusieurs dizaines de milliards. Si je vous fais un zoom sur l'hydrogène, qui est quand même la partie que je Votre connais spécialité, le mieux. on a bien compris, effectivement. Voilà. Sur l'hydrogène, les investissements nécessaires pour les industriels ont été chiffrés entre... la marge est grande, entre 200 milliards et 430 milliards, avec à peu près un tiers de subventions venant du pouvoir public sur les différents secteurs. Donc on voit là aussi qu'en termes d'investissement industriel, il y a une vraie volonté de la part de la Commission européenne de pousser toute la chaîne de valeur, l'ensemble des acteurs, sur les différentes parties. On va parler de la production d'hydrogène, mais on va parler aussi, ce qui vous intéresse, je pense, plus dans l'Assemblée, tout ce qui va tourner autour du transport, du stockage, de l'infrastructure. Et là, je dirais, le gaz a un rôle à jouer. Alors justement, c'est le gaz hydrogène ou ce sont les gaz en règle générale qui sont visés par le Green Deal? Et si oui, sont-ils de manière différenciée? Alors, vous n'avez pas... l'hydrogène, comme je vous l'ai dit, est un des éléments de ce Green Deal, mais ce n'est pas le seul. Donc, vous avez un certain nombre d'énergies qui sont toutes considérées. Et c'est, je dirais, la combinaison de ces énergies dans une transition vers un modèle de plus en plus vertueux qui est la base du Green Deal. Très bien. Et donc le gaz, il a sa place, du coup, d'après ce que je comprends de votre propos? Alors, le gaz a sa place, mais si vous prenez les derniers avis des experts européens, ainsi que ceux de l'Agence internationale de l'énergie récemment, tout le monde s'accorde à dire 2 choses. La première, c'est que jusqu'en 2030, oui, le gaz aura sa place dans le cadre du déploiement d'une stratégie de croissance en Europe. Mais la deuxième, c'est qu'après 2030, la part du gaz déclinera. Le gaz en tant que tel, je ne parle pas... l'hydrogène, vous me direz, est un gaz. Je le mets un petit peu spécifique. Je le mets un petit peu à part. Voilà. Donc, il faut savoir que pendant la crise, une des sources d'énergie qui a connu la plus forte croissance a été les énergies renouvelables. Donc, dans le cas de la Commission européenne, vous avez un chemin de transition qui n'exclut pas le gaz, qui le prend en compte, mais qui demande 2 choses. D'une part, au gaz traditionnel d'être de plus en plus vertueux et de faire monter la part des énergies issues des énergies renouvelables. Oui, parce que c'est la question que vous allez vous poser quand on vous écoute. C'est assez anxiogène pour les gaziers qui sont en face de nous. Vous leur dites, là, dans 10 ans, il n'y a plus de gaz. Ou alors, est-ce que c'est dans 10 ans, il n'y a plus de gaz fossile? Il y aura toujours du gaz. Il y en aura peut-être un peu moins, mais je parle sous le contrôle de 2 spécialistes, donc je fais attention. En plus, je suis entre les deux. Mais je vais vous donner un exemple.
Je vais vous donner l'exemple d'une société, puis je pense que Total est aussi un bon exemple, mais je ne me permettrai pas de placer à leur place. Ørsted. Ørsted, société danoise anciennement nommée DONG, donc Danish Oil and Natural Gas Company. C'était un acteur majeur sur le gaz il y a 10 ans. C'est aujourd'hui le leader mondial des énergies renouvelables, notamment au niveau des fermes éoliennes. Donc, il est passé en 10 ans d'un statut, je dirais, c'est pas l'ancienne économie, mais d'énergie fossile traditionnelle à une position de premier plan au niveau mondial sur un nouveau marché. Donc, je suis d'un naturel, vous allez me dire peut-être plutôt optimiste, mais je considère aussi que pour les acteurs de ce marché qui est le gaz, aller vers des énergies moins carbonées, c'est aussi une fabuleuse opportunité. Parce que de toute façon, l'Europe ira. C'est le sens de l'histoire. Oui, vous prenez la loi, enfin, l'idée d'avoir de la décarbonation et un gaz décarboné va être inscrit dans la loi européenne. Donc, on est obligé d'avancer. Après, vous avez deux attitudes. Je suis d'accord, ce n'est pas toujours facile, mais d'un autre côté, il faut essayer de trouver les opportunités. Et quand vous regardez aujourd'hui les grands groupes, il y en a beaucoup dans la salle, vous avez des grands groupes qui ont commencé à prendre position sur tous ces marchés, même les plus traditionnels, je dirais. Alors justement, il faut être volontaire. Philippe Soquet, donc vous êtes président de Eurogaz. Vous avez récemment annoncé une proposition pour injecter jusqu'à 11% de biométhane dans les réseaux d'ici 2030. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Pourquoi 11% ? Pourquoi pas plus ? Pourquoi pas moins ? Il y a eu des scénarios qui ont été portés en France, mais finalement pas adoptés, vers un mix gazier 100% renouvelable. Comment est-ce que vous justifiez ce chiffre ? Bon, alors, déjà, je voudrais revenir un petit peu sur le gaz naturel là, pour rassurer tous les experts qui sont dans la salle et qui pourraient effectivement être un petit peu inquiets de leur avenir. Ce qui est clair, c'est que le gaz a un rôle encore essentiel à jouer pour diminuer les émissions de CO2 sur la planète. On le sait, c'est quelque chose qui est évident quand on voit encore les émissions venant du charbon dans les pays continents que sont la Chine et l'Inde. Et donc ce qui sauvera la planète sur le plan climatique, c'est pas le Green Deal européen, même si on va y revenir, bien entendu, et il est important pour l'Europe, mais c'est epsilon dans l'équation climatique, et donc la place du gaz, elle est absolument essentielle. Et elle reste aussi essentielle en Europe, parce que je vous rappelle qu'on a encore des centrales charbon qui risquent de fonctionner jusqu'en 2035. Donc on n'a pas fini de faire le travail de base qui consiste à faire les actions qui sont les plus évidentes, c'est remplacer le charbon par le gaz dans la génération électrique. C'est encore le moyen le plus rapide et le plus économique de diminuer l'empreinte carbone partout, et y compris en Europe. La deuxième chose qui apparaît et qui est déjà un petit peu moins reconnue et qui va être essentielle pour l'Europe, c'est que l'Europe a décidé d'aller très loin dans la promotion des énergies électriques renouvelables, et on en est ravis, et nos groupes se mobilisent pour le faire, donc, mais bien entendu beaucoup d'autres. Et cette croissance du renouvelable intermittent dans le mix électrique, elle va s'accompagner d'un besoin de flexibilité du système électrique de plus en plus important. Et là encore, quand on regarde les moyens d'assurer la flexibilité du système électrique, bien sûr, on peut penser à stocker l'électricité, mais le gaz, les CCGT déjà, et puis le gaz en général va être absolument nécessaire. Vous pouvez décrypter. C'est les centrales électriques à gaz. Je suis désolé, excusez-moi, j'avoue le seul dans la salle qui ignore, mais bon. C'est possible, oui. Je l'avoue volontiers. Excusez-moi. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que le gaz, on va en avoir besoin. Et que dans la complémentarité justement entre les différentes énergies, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Valérie, il n'y a pas une énergie idéale, on sait qu'il va falloir un mix d'énergie pour arriver à réconcilier les besoins des consommateurs et ce qui est possible de produire comme énergie. Et donc entre l'électricité et le gaz, il y a une complémentarité évidente. Même on pourrait d'ailleurs prendre les liquides.
retenez que l'énergie qui se stocke la plus facilement, c'est les liquides. La forme la plus dense, c'est les liquides. À l'opposé, la forme d'énergie aujourd'hui qui se stocke le plus difficilement, c'est l'électricité. Ceux qui vous disent le contraire n'ont jamais regardé comment se produisait une batterie. Sur nous, Total, on a acheté il y a maintenant 4 ans une société qui est parmi les leaders mondiaux des batteries. Je peux vous garantir que stocker l'électricité, c'est compliqué. Et au milieu, il y a le gaz. Et donc le gaz se stocke relativement facilement, moins bien que l'électricité, mais se stocke bien. Donc il va y avoir une complémentarité entre le gaz et l'électricité pour arriver à verdir le mix énergétique européen. Mais ce qui est important effectivement de mentionner, c'est on parle de gaz, et en fait il y a les gaz. Alors, et moi je ne dirais pas que par exemple l'hydrogène n'a rien à voir avec le gaz naturel, je suis désolé. Le méthane, le gaz naturel, c'est CH4, donc c'est simplement de l'hydrogène avec du carbone. Et aujourd'hui, 90% de l'hydrogène qui est produit sur cette planète est produit à partir de gaz naturel. Donc il y a un lien évidemment entre les deux. Et ce qui est clair, c'est qu'on va avoir, y compris avec le biogaz, la possibilité de verdir progressivement le cocktail de gaz qui est consommé en Europe. Et donc, Eurogaz, donc l'association des gaziers européens, s'est saisie effectivement du problème. Il ne s'agissait pas qu'on reste comme des êtres préhistoriques en disant gaz naturel, même s'il a beaucoup de qualité encore une fois. Mais donc on a décidé effectivement de prendre le taureau par les cornes. On a fait une étude déjà pour essayer de montrer comment la neutralité carbone à l'horizon 2050 pouvait être assurée en Europe pour un coût d'investissement bien plus faible que ce que prétendent certains qui veulent faire du tout électrique, encore une fois avec les aberrations qui consistent à vouloir stocker à toute force de l'électricité quand on a des applications comme le chauffage électrique, je suis désolé, ça existe, mais c'est quand même assez compliqué. Et on le voit tous les ans quand la France commence à pâlir en se demandant si elle arrivera à passer l'hiver. Donc, il y a vraiment une vraie complémentarité. On a montré avec des études qu'on pouvait effectivement avoir un scénario qui faisait plus appel au gaz, mais au gaz au pluriel. Et donc, pour montrer la trajectoire qu'on proposait, donc on a mis nos actes en accord avec nos paroles, on a effectivement proposé, et aujourd'hui on a un consensus de l'industrie gazière pour aller proposer à la Commission européenne et aux États européens de retenir à l'horizon 2030, parce que bon, 2050 c'est la neutralité carbone, mais il faut déjà s'inscrire dans la trajectoire. Et donc à l'horizon 2030, ce qu'on a proposé, c'est de réduire de 20% l'intensité énergétique du gaz dans les réseaux, donc du gaz naturel, et encore plus spécifiquement, d'avoir jusqu'à 11% de gaz renouvelable. Alors gaz renouvelable, ça peut être soit du biogaz, soit du gaz de l'hydrogène, mais de l'hydrogène vert, par opposition à un hydrogène décarboné qui peut rentrer dans les 20%, mais qui ne rentre pas dans les 11%. Qu'est-ce que vous appelez intensité intensité énergétique du méthane? Un carbone, pas du méthane, du gaz. C'est-à-dire que le gaz dans les réseaux, par rapport à 2018, si vous regardez, parce qu'en 2018, on avait déjà un petit peu de biogaz, mais essentiellement, vous aviez du méthane, effectivement, qui a une empreinte carbone. Ce que l'on propose, c'est effectivement de retenir une trajectoire qui fasse qu'à 2030, on est 20% de moins, ce qui veut dire en gros que il y aura, si on oublie la faible quantité de biogaz que l'on avait en 2018, en gros, il y aura 20% répartis entre du biogaz, de l'hydrogène vert, les deux étant à 11%, et puis si on rajoute dans l'équation ce qu'on appelle l'hydrogène bleu, donc qui est en fait l'hydrogène produit à partir de gaz naturel, mais avec la capture et la séquestration du carbone, on pourrait monter jusqu'à 20%. On va y revenir, mais pour proposer un objectif comme ça au niveau européen, quels moyens est-ce que vous avez mobilisés? Est-ce que vous avez pris en compte les problématiques nationales? Est-ce qu'il y a des objectifs différenciés qui peuvent être affichés par pays? Comment est-ce que ça se concrétise? Chaque pays, derrière, effectivement, là, la proposition, c'est un chiffre qui est au niveau européen. Après, comme tous les objectifs qu'on a vus dans les renouvelables, après, c'est à l'Europe de faire son travail pour essayer de répartir entre les États qui ont envie d'aller plus vite, et il y en a,
et les États qui ont un peu plus, je dirais, demandent un peu plus de temps avant de se mettre en route. Mais ce travail-là, pour l'instant, on a laissé aux États déjà le soin de. D'accord, mais j'imagine que vous avez pris en compte la réalité technico-économique en fait de cet objectif. Oui. Ah bah, il est évident que quelque part, bien entendu, toute la politique du Green Deal, elle est pas gratuite. Hein. Donc il va y avoir effectivement un surcoût. Alors le surcoût, il peut se traduire par un prix du carbone qu'on appelle de nos voeux, mais il y a bien d'autres différentes mesures qui ont déjà été mises en place pour promouvoir les biocarburants qui peuvent être utilisés. Et notamment, ce qui a été utilisé pour les biocarburants, c'est précisément d'imposer un pourcentage de biocarburants dans les carburants fossiles. Et donc c'est ce qu'on propose de faire pour le gaz naturel. Donc cet objectif que vous avez fixé, maintenant il est sur la table, 11% en 2030. Qu'est-ce qui va en advenir ? Maintenant, on fait la proposition. Maintenant, c'est aux politiques de saisir du problème et puis de décider. Nous, on pense qu'encore une fois que c'est une bonne solution et que c'est une solution qui permet de s'appuyer notamment sur les investissements qui existent aujourd'hui et tout le capital à la fois industriel, mais à la fois aussi physique. Mais là, je vais laisser Thierry vous le dire. Il le fera beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Mais donc, il y a eu un effort pendant des décennies qui a été fait en Europe pour promouvoir les infrastructures de gaz. Elles existent. Et donc, cette solution que l'on promeut est bien moins coûteuse que d'autres qui consisteraient effectivement à essayer, par exemple, de vouloir tout électrifier à tout crin. Et à ce moment-là, le surcoût de capacité de production d'électricité est absolument faramineux. Alors merci, et Philippe Secquet a parfaitement fait la transition vers vous, Thierry Trouvé. Effectivement, quel rôle peuvent jouer les réseaux d'infrastructures, donc de transport de gaz, dans le Green Deal, dans la transition qu'il appelle ? Donc, on vient de le dire, l'objectif du Green Deal, à terme, c'est de verdir le gaz ou de le décarboner. Donc ça passe par les vecteurs biométhane, méthanisation, mais aussi d'autres techniques dont on a un peu parlé depuis ce matin, des techniques de gazéification. Et puis ça passe par l'hydrogène avec toutes ces formes de production. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en termes d'infrastructure ? Premièrement, faire notre métier d'aujourd'hui au quotidien, même avec le gaz fossile dont nous disposons. Je dis ça, Philippe rappelait à l'instant la fragilité grandissante peut-être de notre système électrique. Régulièrement, nous, en tant que gestionnaire de réseau de transport, on est contactés. Alors un coup c'est par RTE, un coup c'est par les pouvoirs publics, en nous disant, dites donc, on a besoin de vous, on a besoin du gaz pour déjà assurer la pointe de chauffage de l'hiver et puis pour assurer aussi la pointe de production d'électricité. Et on a vu qu'elle n'est pas toujours en hiver puisque très récemment encore, les centrales à gaz ont été fortement appelées. Donc il faut faire notre métier. Il faut que je parle plus près du micro peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je faisais signe effectivement en régie pour qu'on monte, mais c'est aussi bien comme ça. Donc il faut déjà qu'on fasse notre métier. Deuxième point, pour le biométhane, il faut connecter le biométhane. Donc il faut connecter la production qui arrive, et elle arrive massivement, puisque dans les files d'attente, on a plus de 25 TWh. Et notre premier rôle, c'est d'optimiser l'infrastructure de collecte. Quand je dis nous, c'est nous, opérateurs de réseau, distribution, transport. Et la bonne nouvelle, c'est donc on le fait. Et la bonne nouvelle, c'est que les coûts sont effectivement limités. Quand on regarde d'ici 2030, je dirais que les ordres de grandeur dont on discute pour rassembler et ramener tout ce biométhane qui est en train de décoller en France, je dirais l'ordre de grandeur, c'est le milliard d'euros. À comparer avec les 10 milliards d'euros que GRT Gaz a dépensé, les 6 milliards d'euros qu'a dépensé GRT Gaz en 10 ans pour augmenter les interconnexions et fluidifier le réseau, ou à comparer aux plus de 100 milliards d'euros que RTE et Enedis nous disent devoir investir dans les années qui viennent pour accompagner la transition énergétique. Donc les coûts sont limités. Et puis la deuxième chose que nous allons devoir faire pour le biométhane, puis après on peut parler d'hydrogène, c'est piloter les changements de flux. Aujourd'hui, on est en train d'installer les premiers rebours. Alors les rebours, c'est quoi ? C'est des systèmes, des compressions qui vont inverser le flux de gaz pour prendre le gaz dans le réseau de distribution, là où il y a des excédents de biométhane, de production de biométhane, pour le renvoyer sur le réseau de transport. Mine de rien, on envisage aujourd'hui, enfin on anticipe plus exactement qu'à l'horizon 2030, on aura installé 120 rebours en France. Donc 120 stations de compression qui vont remonter du gaz du réseau de distribution vers le réseau de transport. Donc c'est vraiment fonctionner à l'envers de ce que nous faisions depuis des décennies, depuis que le gaz est gaz. C'est ce qu'on appelle le secteur coupling, c'est ça ?
Non, c'est ça c'est pas le secteur coupling, c'est vraiment c'est adapter les flux de gaz au fait que la production elle vient pas seulement de Russie, de Qatar ou d'ailleurs, mais elle vient maintenant des territoires français et qu'elle est souvent sur le réseau de distribution et qu'il faut ramener le gaz vers d'autres lieux de consommation et vers les stockages. Voilà, c'est pas le secteur coupling. Le secteur coupling, c'est le stade d'après, c'est le fait de pouvoir coupler effectivement complément. Voilà. Alors le secteur coupling, c'est l'étape d'après, mais déjà, avant de parler peut-être de secteur coupling, moi je pense qu'il faut parler d'hydrogène. D'accord. Alors, pour l'hydrogène, qu'est-ce que nous on peut faire ? Tout simplement offrir une infrastructure existante pour accueillir l'hydrogène dans les réseaux, dans les stockages. Cette infrastructure, alors on peut accueillir l'hydrogène en mélange. On a fait différentes études qui montrent qu'on peut jusqu'à un certain pourcentage accueillir un mélange d'hydrogène et de méthane. Mais on peut aussi envisager demain des réseaux dédiés à l'hydrogène. Et entre nous, ma conviction personnelle est qu'on ira plutôt assez rapidement vers des réseaux dédiés à l'hydrogène plutôt que vers des mélanges. Parce que le mélange, techniquement, même s'il est faisable, économiquement, ce n'est pas complètement évident de mélanger deux fluides qui n'ont pas la même valeur, qui n'ont pas exactement les mêmes vertus. On a publié à l'été dernier, l'été qui vient au mois de juillet pour être précis, une étude avec une dizaine d'autres transporteurs européens sur l'infrastructure européenne, le European Hydrogen Backbone. D'ailleurs, je dois avoir des slides, je ne sais pas si... voilà. Donc, merci. Et donc, cette étude essaye de dessiner à quoi pourrait ressembler cette infrastructure d'hydrogène dédiée à l'horizon 2030, enfin différents horizons 2030, ici 2040. Et vous voyez donc petit à petit un réseau se construit. Ce réseau, donc en 2030, on envisage qu'il ferait 6 000 km, passant à 23 000 sur l'ensemble des pays étudiés. Donc c'est pas toute l'Europe, c'est un sous-ensemble de l'Europe, à l'horizon 2040. C'est intéressant de noter que 75% de ces canalisations seraient des canalisations reconverties. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que 25% de canalisations nouvelles, mais 75% seraient des canalisations qui aujourd'hui transportent du méthane et qui demain transporteraient de l'hydrogène. Voilà. Et alors, par contre, je pense quelque chose que moi, il y a un certain nombre d'idées sur lesquelles je voudrais insister qui me paraissent importantes en matière d'hydrogène. Alors, la première, je le dis parfois à mes amis gaziers, parce qu'on voit certains gaziers qui disent finalement il y a un seul, le gaz c'est du gaz, comme disait Philippe, et il a évidemment raison, et donc il y a un seul marché, l'hydrogène, le méthane, tout ça c'est la même chose. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Nous gaziers, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense qu'à terme, il y aura deux marchés distincts, un marché de l'hydrogène, un marché du méthane, avec des prix qui seront différents et avec une dynamique qui sera différente. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose que je voudrais dire, là, je m'adresse plutôt à mes collègues électriciens, ou parfois à l'administration, c'est que le gaz n'est pas non plus, enfin l'hydrogène n'est pas non plus une extension de l'électricité. C'est-à-dire que certains électriciens ont tendance à dire, l'hydrogène, moi j'ai compris ce que c'est une batterie. C'est-à-dire je mets de l'électricité dans un endroit, là, il y a l'hydrogène à un moment donné, puis je ressors, ça refait de l'électricité. Ou c'est un câble sophistiqué de très haute tension. C'est-à-dire je mets de l'hydrogène, enfin je mets de l'électricité, ça devient de l'hydrogène, ça le transporte, et puis je ressors de l'électricité. Ce raisonnement, et d'ailleurs les électriciens eux-mêmes le disent, c'est pas le bon. Vous voulez dire que ça passe juste un vecteur pour l'électricité. L'hydrogène est et sera un vecteur à part entière. Et ce vecteur à part entière, il a une place à tenir dans un système hybride. Et c'est là qu'on rejoint le secteur coupling. Voilà. Excusez pour tout à l'heure. Et pourquoi est-ce que cet hydrogène a une place à tenir ? C'est parce qu'il est décarboné, en tout cas sous forme d'hydrogène. Après, il faut voir la différente manière de le produire. Et aussi, c'est parce qu'il est stockable et transportable et beaucoup plus facilement que l'électricité, comme ça a déjà été dit. Il y a une troisième idée forte sur laquelle je voudrais insister, c'est que, ça paraît peut-être évident, mais j'ai constaté récemment que ça n'allait pas dans l'esprit de tout le monde, l'hydrogène, on va avoir besoin de le transporter. C'est ce que montrent ces cartes. Mais ces cartes, elles montrent que c'est possible, elles ne montrent pas qu'on va avoir besoin de le faire. On va avoir besoin de le transporter pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que ça coûte moins cher que de transporter de l'électricité. Et qu'en plus, il y a des moments où on ne sait même pas transporter de l'électricité. Nos amis allemands, ils essayent de construire le Südlink, donc de ramener de l'électricité éolienne du nord de l'Allemagne vers le sud de l'Allemagne. Ça fait des années qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas parce que les gens ne veulent pas des lignes haute tension. Bon. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que l'hydrogène, on ne sait pas très bien sous quelle forme il va arriver. C'est-à-dire qu'il pourra arriver sous forme d'électrolyse de France, mais il pourra aussi arriver sous forme d'importation
dans des pays où ça coûte moins cher parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc pourquoi pas l'Afrique du Nord ou les pays du sud de l'Europe. Donc il faudra le transporter. Puis il y a d'autres technologies de production de l'hydrogène, on en a parlé un petit peu, donc à partir de gaz, à partir aussi de gaz naturel et en cassant la pyrolyse, pas forcément que le CCUS. Et donc ces technologies nécessiteront de transporter l'hydrogène parce qu'on ne le fera pas forcément au pied du consommateur. Deux autres raisons sur la nécessité de transporter l'hydrogène, on aura besoin, quand ça sera développé, de sécurité d'approvisionnement. Si on a juste de l'hydrogène qu'on produit à côté du consommateur, le jour où l'installation de production tombe en panne, le consommateur, il fait quoi? Donc on aura besoin d'organiser, on sera dépendant de ce vecteur, on aura besoin d'organiser une sécurité d'approvisionnement. Et enfin, on aura besoin d'un marché qui fonctionne. Et pour avoir un marché, on a besoin d'un réseau, on a besoin d'une infrastructure. Voilà. Donc là, si on regarde vos cartes, on voit effectivement deux échéances, 2030-2040. 2030, oui. Donc on voit que c'est entre la France, le Benelux et l'Allemagne. Oui, alors on peut même zoomer parce qu'il y a un deuxième slide qui montre la France. Donc là, on zoome sur la France aux horizons 2030, 2035, 40. Donc c'est un extrait de cette étude. Donc ils voient qu'on commence par des clusters locaux, parce qu'évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on va construire ou reconvertir dans les 5 ans qui viennent des centaines de kilomètres de tuyaux. Personne ne dit ça, ni GRTgaz, ni nos collègues transporteurs en Europe. Donc ça va commencer localement dans des clusters et puis petit à petit, il va y avoir des besoins de passer d'un cluster à l'autre, d'aller vers les stockages. Et aujourd'hui, les stockages, alors il y en aura probablement un peu partout en France, mais notamment aujourd'hui, ils sont surtout dans le sud-est parce que ce sont les stockages salins. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2040, la France devient un pays de transit pour l'hydrogène. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, comment ça se produire, c'est-à-dire que nos amis espagnols sont des grands producteurs parce qu'ils ont beaucoup de solaire photovoltaïque et donc ils produisent beaucoup d'hydrogène. Et il y a un intérêt à ramener cet hydrogène vers les consommateurs français et au-delà vers le nord de l'Europe. Voilà. Donc ça se fait avec des investissements qui sont relativement mesurés. Alors, c'est des investissements qui sont significatifs, effectivement. L'étude européenne dont je présente les résultats parle d'un montant à l'horizon 2040, compris entre, alors c'est pas hyper précis, mais ça donne un ordre de grandeur, entre 27 et 64 milliards d'euros. Enfin, disons, voilà. Donc, c'est quelques dizaines de milliards d'euros, mais ça coûte moins cher que de construire une infrastructure nouvelle, puisqu'encore une fois, 75%, c'est de la récupération de l'infrastructure gaz naturel. Pourquoi ça? C'est parce que souvent, on a des réseaux doublés. On a des canalisations qui sont en parallèle. Et donc, quand on fait nos prévisions de consommation, on voit effectivement un déclin lent mais progressif de la consommation de méthane et donc du besoin de transporter du méthane, qu'il soit vert ou qu'il soit d'origine gaz naturel. Et donc, à un moment donné, on peut basculer en disant on va dédier une de ces canalisations au méthane et l'autre, on va la reconvertir en hydrogène. Valérie Bouillon-Delporte, on voit que Thierry Trouvé est d'ores et déjà enthousiaste à l'idée effectivement de ce que GRTgaz et plus largement les réseaux de transport de gaz peuvent contribuer pour déployer la stratégie hydrogène. Je voudrais bien qu'on revienne justement sur cette stratégie hydrogène parce que tout à l'heure vous en avez dit quelques mots, mais finalement pas énorme. Quels sont les horizons, quels sont les moyens qu'on y consacre? Est-ce que le plan qu'on a consacré en France aujourd'hui en est la directe déclinaison? Est-ce qu'on est en avance, en retard? Comment est-ce que ça se passe? Alors, d'abord, je voudrais remercier Thierry parce que ce que Thierry ne dit pas, c'est qu'il préside le groupe de travail gaz au sein d'Hydrogène Europe et qu'une grosse partie des travaux qu'il partage avec vous ont été aussi élaborés ensemble. Donc, il y a une vraie dimension d'interaction avec les différents acteurs de la chaîne de valeur, qu'ils soient au sein d'une même association ou inter-association. Ça, c'est très important. C'était dans mes petits souliers parce que je savais que je parlais sous le contrôle de ma présidente. Donc, je l'avais dit avant, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Vous êtes très adorable. Je vais rougir. Pour en revenir sur la partie stratégie française, et je reviendrai également sur la partie stratégie européenne. Au niveau français, on est enfin passé à l'échelle au niveau du soutien apporté par les pouvoirs publics sur la filière hydrogène. Alors, ça a pris du temps. Il y a eu un vrai investissement au départ sur d'autres types d'énergie. La filière batterie en était une. Et là aussi, en France, comme en Europe d'ailleurs, les pouvoirs publics se sont rendus compte que l'hydrogène était complémentaire. Ce n'était pas le silver bullet, ce n'est pas la recette miracle à tous les mots, mais c'est en tout cas une solution qui doit aussi être considérée à côté d'autres solutions. On a parlé de biogaz, on a parlé de batterie. Toutes
toutes les solutions sont bonnes à prendre dans une période de transition, mais avec un objectif qui est quand même très clairement identifié en France et en Europe, d'aller de plus en plus vers des énergies décarbonées. En France, vous avez 3 axes dans la stratégie. Donc je rappelle, un plan hydrogène avec une enveloppe de subvention de 7 milliards d'euros, donc c'est quand même pas rien, qui vont s'articuler autour de 3 axes. La première autour de la décarbonation de l'industrie. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est à la fois décarboner des industries actuelles, j'ai mentionné tout à l'heure les aciéries, ça peut être également l'industrie chimique, etc. Mais c'est aussi créer une filière d'électrolyseurs d'excellence au niveau français. Et on a quelques champions en la matière. Ça, c'est le premier axe. Et c'est cet axe-là qui va recevoir une bonne partie des subventions. Vous avez ensuite la partie mobilité. Et dans la mobilité, 2 axes. D'une part, soutenir le développement de champions nationaux sur des briques technologiques. Alors, j'en citerai 2, c'est notamment la pile à combustible et puis le stockage de l'énergie, le réservoir à hydrogène. Et toujours dans la partie mobilité, le deuxième axe, c'est favoriser le développement de ce qu'on appelle des hubs hydrogène territoriaux. Il y a une dimension vraiment locale à la valorisation de l'hydrogène au niveau des territoires et pouvoir le développer en combinant des usages, c'est-à-dire une production d'hydrogène en utilisant par exemple les assets d'une région en hydroélectricité ou par rapport à ses fermes d'éoliennes ou par rapport à son ensoleillement. Pouvoir le combiner avec des usages, que ce soit dans le bâtiment, dans l'industrie ou dans la mobilité, ça fait sens. Et c'est en ce sens qu'on parle de hubs hydrogène territoriaux. Le troisième axe dans la stratégie française, il est autour de la recherche, parce qu'on a quand même la chance d'avoir des champions industriels qui ont des technologies avec un petit peu d'avance sur leurs concurrents asiatiques, pour ne pas les nommer. Il ne faut pas rêver, on a 2-3 ans d'avance maximum. Ça va très très vite dans ces pays-là, et les moyens qui sont mis sur la table sont aussi considérables. Donc la recherche est importante. En France, on n'est pas trop mal loti avec des organismes de recherche comme le CEA et puis le CNRS. Et puis ensuite, tout ce qui est formation. Aujourd'hui, il y a nécessité et parfois même urgence de former les futurs ingénieurs, les futurs opérateurs, les futurs mécaniciens sur ces métiers-là. Donc ça va d'une formation de Bac-3 à Bac+8. Ça, c'est pour la partie française. Avec dans cette partie française une priorité des subventions jusqu'en 2023. Donc on voit bien qu'on est dans un temps court, c'est-à-dire on va essayer de développer cette filière le plus rapidement possible. Et une enveloppe dédiée pour ce qu'on appelle les IPCEI, donc en français PIEC, projet important industriel européen commun. Vous en connaissez tous un, qui est celui de l'Alliance Batterie, puisque l'Alliance Batterie est un IPCEI. L'hydrogène est en train aussi de bâtir son IPCEI à l'échelle européenne, puisqu'il a été choisi avec 5 autres filières. Et aujourd'hui, il y a une vraie volonté de faire avancer cet IPCEI. La France a levé la main depuis le début. L'Italie a été un des premiers pays. La France, le deuxième, a lancé son appel à manifestation d'intérêt et avec une enveloppe dédiée d'1,5 milliard. Quand vous regardez les efforts faits par 2 pays nationaux, c'est-à-dire 2 pays européens, la France d'un côté, l'Allemagne, c'est 16 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Vous avez d'autres pays européens qui sont en train de formaliser aussi leur stratégie. Et vous avez l'Europe qui a sorti sa stratégie européenne le 8 juillet dernier, avec à peu près, je dirais, les mêmes axes. On parle de production massive d'hydrogène vert. C'est heureux que ça se combine plutôt bien. Non, en fait, si vous voulez, bon, chacun regarde un petit peu ce que va faire l'autre et essaie de prendre en compte les spécificités nationales. Au niveau européen, vous avez des enjeux où on essaye avec des maturités de pays un petit peu différentes. La situation n'est pas la même dans les pays de l'Est que dans les pays plutôt comme l'Espagne, l'Allemagne, avec là aussi des différences suivant les sources d'énergie renouvelable produites. Mais vous avez une volonté commune qui est d'aller vers la décarbonation, avec donc, comme l'a dit Philippe, une transition. Oui, le gaz naturel notamment à sa place sur la mobilité lourde, par exemple, parce que si vous voulez des camions hydrogène tout de suite, il n'y en a pas.
Donc il faut bien décarboner et faire aussi avec les énergies que l'on a. Donc chaque pays a essayé de traduire un petit peu dans sa feuille de route nationale des axes, mais qui sont partagés avec l'Europe. Et quand vous regardez cette démarche de filière commune, vous avez aujourd'hui, donc je vous ai cité l'Italie qui s'est lancée, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Pologne, et suivent d'autres pays comme les Pays-Bas. N'oublions pas les Pays-Bas parce qu'ils ont l'intention de jouer un rôle important sur ce vecteur énergétique. Et puis les autres pays suivront. Vous avez également un deuxième axe qui est très important et qui s'est fait concomitamment au lancement de la stratégie hydrogène, qui est le lancement de la European Clean Hydrogen Alliance. C'est quoi ? C'est un organisme, un comité de gouvernance qui a été créé par la Commission européenne, donc directement par le commissaire européen Thierry Breton, avec, je dirais, sous la bienveillance de Frans Timmermans, le numéro 2 de la Commission européenne, et de la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson. Donc quand même un parrainage de premier niveau. Ils s'impliquent dans cette alliance. Ils impliquent des CEO, donc vous avez 6 piliers, qui sont, je dirais, co-dirigés pour chacun par 3 CEO, et vous avez à peu près 200 à 250 CEO qui seront impliqués dans cet organe de gouvernance. L'objectif, c'est de trouver les projets qui vont permettre à l'Europe d'appliquer sa feuille de route. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet aperçu très très complet. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Philippe Sequet, sur la question que vous évoquiez tout à l'heure, les couleurs arc-en-ciel de l'hydrogène, parce que je pense que si tout le monde est d'accord pour dire que l'hydrogène a un potentiel, encore faut-il voir comment est-ce qu'il est produit. Aujourd'hui, il est essentiellement produit à partir de fossiles. L'enjeu, c'est de le produire de la manière la plus vertueuse possible. Alors, l'hydrogène vert, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. Quelles sont les autres couleurs et avec quels enjeux derrière ? Alors, on peut parler de beaucoup de couleurs. On a parlé d'hydrogène gris pour effectivement l'hydrogène actuel qui est fabriqué à partir du gaz naturel. L'hydrogène vert, bon, effectivement, je ne fais pas un dessin, même s'il y a quelquefois un petit débat pour savoir si le nucléaire est vert. Certains en France disent qu'il est vert, mais apparemment ils sont les seuls. Il passe en cette bleu, celui-là ? Et alors le bleu, effectivement, le bleu n'est rien d'autre que le gris, mais avec effectivement un procédé de capture du CO2 pour pouvoir éviter qu'il parte dans l'atmosphère et pouvoir le séquestrer. Donc ça fait appel à ces technologies qu'on appelle CCS dans le jargon, qui sont des technologies sur lesquelles il n'y a absolument aucun doute que si la planète veut arriver à suivre une trajectoire vertueuse, tous les scénarios énergétiques au niveau mondial qui sont respectueux du climat, 2 degrés à 1,5 degré en dessous, font appel à effectivement une grande quantité de capture et de stockage de CO2. Et c'est pour ça que la profession, les industriels, notamment les pétro-gaziers, on va dire, se sont mobilisés sur le sujet. Nous-mêmes, on vient d'annoncer le lancement du premier projet de taille industrielle qui a vocation à stocker du CO2 industriel, donc un gros projet en Norvège. L'Europe a une chance, en fait, c'est qu'elle dispose avec la mer du Nord d'une vaste étendue qui est offshore, parce que stocker du CO2, mais stocker n'importe quoi sous les pieds des citoyens, que ce soit des déchets nucléaires ou autre chose, c'est pas facile. Ça passe mal, ouais. Et donc là, on a la mer du Nord, et qui plus est, un des moyens de stocker de façon économique le CO2 de façon géologique, c'est de l'injecter dans les anciens champs de gaz qui sont de plus en plus déplétés en mer du Nord. Donc on a la chance en Europe d'avoir des infrastructures qui existent déjà, qui peuvent être utilisées en sens inverse, entre guillemets. On les utilise pour produire, mais on peut les utiliser pour réinjecter. Et donc cet hydrogène bleu, son gros avantage, c'est qu'il peut permettre de lancer rapidement cette filière, parce que la filière hydrogène, c'est pas d'hier qu'on a commencé à utiliser de l'hydrogène. On a des stations hydrogène qui attendent les véhicules. Alors, on les a attendus longtemps, maintenant on commence à en avoir, mais on a à peu près 80 stations à hydrogène, donc c'est quand même pas beaucoup. Donc ce qui est important, c'est de lancer le marché. Pour lancer un marché, il faut le rendre le plus économique possible.
Et aujourd'hui, pour les gens qui ont fait les chiffres, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'hydrogène ex-gaz naturel, aujourd'hui, on le produit à peu près entre 1 euro le kilo et 1,50 €. L'hydrogène vert, le vrai hydrogène vert, hein, l'hydrogène vert, là, on en a un projet en ce moment qu'on est en train de proposer avec nos collègues d'Engie. Donc on a pris une ferme solaire et on produit de l'électricité quand il y a du soleil, on n'en produit pas quand il n'y en a pas. Et donc ça, c'est la réalité de l'intermittent. Et donc on a un électrolyseur qui ne fonctionne pas à 100% du temps, donc évidemment ça a un coût. Alors évidemment, quand vous faites l'addition, vous arrivez plutôt du côté de 10 que du côté de 1. Donc, alors après, vous pouvez entre guillemets un peu tricher avec des garanties d'origine, etc. Vous allez ramener ça à 5 ou 6. Mais les garanties d'origine, ça commence à être assez critiqué par nombre de NGO, voire même de citoyens. Donc tout ça pour dire que l'hydrogène vert, c'est super. Mais aujourd'hui encore, c'est cher. Alors bien sûr, l'idée, c'est de travailler, de faire de la R&D, de faire du scaling up pour arriver à baisser les coûts. Mais si on attend que les coûts deviennent dans un rayon entre guillemets raisonnable, on pourrait attendre longtemps. Et même les milliards qui ont été mis sur la table, quand j'explique la réalité des chiffres en ce moment dans les cabinets ministériels, je peux vous garantir qu'il y en a quelques-uns qui ont quelques petits OK. Alors effectivement, ils ont aligné les milliards, mais quand ils regardent effectivement la quantité d'énergie qu'il y a produite à la fin, ça les interpelle quand même, et c'est légitime. Et donc, au milieu de tout ça, on a l'hydrogène bleu qui peut se situer dans un range de prix de 3, 4, et donc qui pourrait permettre de lancer la filière et qui est là pour le long terme. Donc c'est pour ça qu'en fait, on essaye de dire, ne soyons pas trop extrémistes aujourd'hui si on veut lancer la filière hydrogène avec une vraie échelle. N'oublions pas l'hydrogène bleu. J'ai quand même juste une question, parce que vous évoquiez du fait qu'on avait une chance d'avoir la mer du Nord pas loin. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'opportunités? Parce que bon, le stockage et la capture et le stockage de carbone, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça a même été préconisé par les chercheurs du GIEC, enfin en tout cas dans les rapports successifs, comme quoi ce serait un outil à mobiliser. Aujourd'hui, vous me dites si je me trompe, technologiquement, c'est pas abouti. En matière de coûts, c'est pas encore maîtrisé. Et ce qui m'étonne dans votre discours, c'est que vous dites c'est prêt. J'ai raté quelque chose. Vous avez raté quelque chose parce qu'on le fait déjà. Donc, alors, ça, je le savais, vous le savez, mais je parle vraiment à une échelle industrielle. Donc on stocke déjà du carbone. Ça fait, on a stocké dans le champ de Sleipner du carbone depuis des décennies. Donc on sait le faire. La seule chose, c'est que jusqu'à présent, ça n'était pas économique. Parce que quand on regarde, par exemple, le prix du CO2, le signal prix du CO2 en Europe, c'est entre guillemets dans le meilleur des cas, parce qu'il y a quand même beaucoup de façons d'échapper à l'ETS, qui est le système de taxation du carbone en Europe. Okay. Mais en gros, le prix, c'est 25 à 30. 25 à 30, ça ne rentabilise pas un projet de CCS. C'est vrai, parce que le CCS, aujourd'hui, le projet qu'on lance, il est encore, on va dire, à 150. Mais par rapport à l'hydrogène vert, c'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre pour lancer toutes les filières qui un jour, on l'espère, vont converger et deviendront économiques, qui n'auront économiques probablement pas à 30 € la tonne. Il est clair que pour avoir la neutralité carbone, il va falloir que les consommateurs acceptent de payer un prix du carbone probablement supérieur. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a une hiérarchie dans le coût du CO2 évité, qui fait que par exemple l'hydrogène vert est tout en haut. Le CCS n'est pas si haut que ça, mais il est beaucoup plus haut que le prix de l'ETS. Et donc il va falloir travailler pour progressivement faire en sorte que toutes ces technologies permettent de faire de la neutralité carbone à un coût le plus bas possible, mais qui sera un coût qui va rester. Parce que si ça ne coûtait rien, on l'aurait fait depuis longtemps. Ça, on est d'accord. Alors avant qu'on continue la discussion entre nous, y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, alors tout au fond. Donc rappelez-vous, on vous amène le micro reste dans les mains du jeune homme et vous conservez votre masque. Merci Olivier Appert, Académie des technologies. On a abordé le problème de coût qui est un vrai problème pour l'hydrogène.
on n'a pas abordé le problème de sécurité qui, pour moi, est un problème tout à fait majeur dont on ne parle absolument pas. L'hydrogène est d'abord un produit chimique dangereux avant d'être un vecteur énergétique. Et donc, les limites d'explosivité, comme vous le savez tous ici, sont très larges et l'énergie d'explosivité est extrêmement faible comparée au méthane ou aux produits pétroliers. Et j'en ai eu, dans mes fonctions antérieures, une expérience douloureuse où une fuite d'hydrogène de 13 grammes a fait sauter un laboratoire dans un Algeco. Donc, le problème de sécurité est un problème qui est tout à fait majeur. Ces problèmes de sécurité sont bien maîtrisés dans le domaine de l'industrie. On consomme environ 2% de l'énergie sous forme d'hydrogène dans le monde. Et c'est maîtrisé dans le secteur du raffinage et dans le secteur aussi des engrais. Mais ce sera un défi dès lors qu'on va sortir du domaine très strict des installations classées et du domaine de l'industrie. Est-ce que vous pourriez commenter sur ces enjeux sécurité qui malheureusement sont absents de toutes les déclarations et de tous les plans? Alors, lequel de nos 3 panélistes souhaite s'emparer? Thierry Trouvé, manifestement. Je pense que Olivier a tout à fait raison. Le sujet de la sécurité de l'hydrogène, c'est un vrai sujet. Et pour les raisons que tu viens d'évoquer, j'y reviens pas. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont l'habitude de manipuler l'hydrogène d'ores et déjà, il y a un certain nombre d'industriels en particulier. Ce n'est pas forcément le cas d'ailleurs des acteurs de la chaîne gazière traditionnelle, les transporteurs, les stockeurs, les distributeurs, etc. Donc on a des choses à apprendre. D'ailleurs, nous-mêmes qui maintenant exploitons une installation qui produit de l'hydrogène et qu'on injecte sur le réseau de transport de GRTgaz à Fos-sur-Mer, le démonstrateur industriel Jupiter 1000, on apprend des choses. Ce n'est pas forcément facile au premier coup. On apprend des choses et on n'a pas terminé notre processus d'apprentissage. J'aurais tendance à être relativement d'accord avec ce que dit Olivier. Je pense que ça sera sans doute compliqué. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'Edouard, qui est dans la salle, a une vision différente de la mienne, mais ça sera sans doute compliqué de mettre de l'hydrogène en distribution. Je pense que ça va être alors, bon, il y a Grid qui est une expérience intéressante qui se déroule ou qui s'est déroulée à Dunkerque. Mais c'est sûr que ça sera plus compliqué de mettre de l'hydrogène, même s'il y en a eu dans le passé. Enfin, je veux dire, rappelons-nous qu'on est en train de vivre la 3e révolution du gaz, avec les gaz verts et l'hydrogène qui revient, mais que la première révolution du gaz, celle du gaz de ville, c'était un mélange où il y avait presque plus d'hydrogène que de méthane. Donc on a déjà eu de l'hydrogène dans les réseaux. Voilà, mais ça sera certainement plus compliqué, mais on a déjà un terrain de jeu avec l'industrie, le transport, la mobilité et la production d'électricité. On a déjà un magnifique terrain de jeu. Et puis il y a des visions différentes. Par exemple, quand je discute avec un certain nombre de mes collègues allemands, eux, ils voient de l'hydrogène massivement en distribution. Donc je crois que la messe n'est pas encore dite, mais le sujet de la sécurité est évidemment un sujet important. J'imagine néanmoins que si on incorpore quelques pourcents d'hydrogène dans les réseaux de gaz, ça ne doit pas être extrêmement problématique. Quelques pourcents dans les réseaux de gaz, c'est quand même quelques millions de tonnes, j'imagine. Oui, ça renforcerait l'explosivité du mélange à ce point que ce soit un vrai problème de sécurité? Oui, puisque les limites de l'hydrogène sont beaucoup plus larges que celles du méthane, donc ça change les caractéristiques physiques du réseau. Alors c'est vrai qu'à quelques pourcents, c'est moins sensible que si on est sur l'hydrogène pur. Et moi, je le disais tout à l'heure, j'ai un doute. Pas spécialement pour des raisons techniques ou de sécurité, mais j'ai un doute. Autant je suis persuadé qu'on aura un peu d'hydrogène dans les réseaux de gaz dans l'avenir, parce que c'est nécessaire pour tout un tas de raisons, je n'ai pas le temps de développer ici. Autant je ne crois pas qu'on aura massivement un mélange d'hydrogène et de méthane. Jupiter 1000, pourtant, c'est de l'injection d'hydrogène dans le réseau de gaz. Vous me dites si je me trompe. Oui, mais Jupiter 1000, c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on en profite du coup pour tester la résilience d'un certain nombre de matériaux, d'acier notamment, dans un flux d'hydrogène. On va en profiter pour tester de la méthanation, c'est-à-dire le mélange d'hydrogène avec du CO2 qu'on a été capté sur une cheminée d'usine pour refaire du méthane et de l'eau. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'objectifs de recherche au travers de cette installation. Très bien.
Une autre. Si je peux Pardon, excusez-moi. juste compléter. Évidemment, le sujet est absolument primordial et on a vu d'autres technologies. Par exemple, on se rappelle tous des voitures AGPL qui avaient commencé d'être largement promues et puis il a suffi d'un accident un jour dans un parking pour tuer complètement la technologie. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai souci. C'est vrai qu'en milieu industriel, ça fait des années qu'on maîtrise complètement la technologie et c'est pas très inquiétant. Donc ça, on va y arriver. Dans le grand public, on a quand même l'expérience de voitures à hydrogène et pour l'instant, effectivement, le track record est plutôt bon. Mais maintenant, effectivement, avec la diffusion, il va falloir être beaucoup plus rigoureux. Et donc, imaginer que des voitures puissent être trafiquées, ça pourrait faire froid dans le dos. Deux autres réflexions. D'une part, effectivement, il y a quand même des sujets. On a tous entendu un avionneur célèbre dire qu'il y aura un avion hydrogène en 2035. Je ne sais pas si, effectivement, il y aura beaucoup de passagers qui voudront monter dans cet avion, mais je peux dire que je ne serai pas le premier. Et puis, alors l'autre quand même considération pour rassurer ou inquiéter tout le monde d'ailleurs, c'est quand même de se dire que à partir du moment où vous avez une densité d'énergie importante, ce qu'on cherche à faire dans certains endroits, comme une voiture, vous avez quand même un risque de sécurité. Et on l'a vu sur votre iPhone. C'est vrai que vous avez une autonomie dans votre iPhone qui est bien supérieure à celle que vous aviez il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais on sait tous que donner un coup de marteau sur votre iPhone, c'est pas une bonne idée. Et donc, même les voitures électriques, avec les batteries, ça peut prendre feu. Et les batteries, ça prend feu. Voilà. Donc, il n'y a pas d'énergie miracle. Mais effectivement, il faut faire attention à l'hydrogène, ça c'est sûr. Effectivement, le lithium-ion n'est pas sans risque. Une autre question peut-être dans la salle ? Non, tout est clair sur l'hydrogène, pourtant... Sujet prégnant. Non, alors je voudrais juste qu'on revienne ensemble sur la question du coût de l'hydrogène vert, parce qu'effectivement, Philippe Soquet, vous disiez qu'aujourd'hui c'était excessivement cher et que l'hydrogène bleu aurait quand même la primeur. J'ai envie de me tourner vers vous, Thierry Trouvé. Vous demandez effectivement technologiquement que nous fassions un petit... comment dire en français, c'est le mot anglais qui me vient et j'aime pas utiliser les anglicismes, un petit retour en arrière sur les technologies disponibles et quels sont les coûts actuellement associés et quels sont surtout les coûts que vous projetez dans l'avenir. À quel horizon est-ce que vous voyez la production d'hydrogène vert rentable ou en ligne avec l'hydrogène bleu ? Je ne suis pas sûr d'être le meilleur expert, vous faudrait demander ça plutôt à Valérie. Parce que, non, vous travaillez ensemble, donc je vous fais confiance pour vous... Non, je vais dire des bêtises, autant qu'elle le dise tout de suite. Comme ça. Non, mais je peux... J'assume. En fait, aujourd'hui, grosso modo, l'hydrogène gris, on est à quoi, 2 € le kilo à peu près ? 1 euro le kilo. L'hydrogène vert, aujourd'hui, avec les faibles capacités de production, on est plutôt à 5. Donc, vous voyez le gap à franchir. Et Philippe a tout à fait raison de dire qu'il va y avoir des technologies de transition. Et l'hydrogène bleu, en ce sens, est une phase de transition qui est tout à fait souhaitée pour aller petit à petit vers un hydrogène de plus en plus vertueux. J'insiste quand même, quand on discute et la marge de manœuvre avec la Commission européenne est parfois assez faible, ils ont une vision très très claire de l'objectif à atteindre et ils ont une vision aussi très très claire du temps que devra durer la période de transition. En gros, le message adressé aux industriels, c'est essayer d'atteindre le plus vite possible avec notre aide l'équation économique qui ira bien pour aller vers un hydrogène qui sera soit bas carbone, mais de préférence, puisque au niveau européen, le nucléaire est quand même un gros mot, qui sera de préférence fabriqué à partir d'énergies renouvelables. C'est exactement le sens de ma question, en fait. C'est-à-dire l'hydrogène bleu. Ok, mais combien de temps et combien de temps est-ce qu'on sera vraiment sur le vert ? Le delta cost aujourd'hui, au niveau de la production, vous le voyez, il est quand même de 4 € par kilo, c'est énorme. C'est 5 fois, c'est un rapport 1 à 5, voilà. D'accord, mais justement, est-ce que vous avez d'ores et déjà des études qui permettent d'envisager effectivement le moment où il y aura un équilibre entre les deux ? Alors, j'ai mentionné tout à l'heure l'initiative qui a été menée au niveau européen de créer cette capacité massive d'électrolyseurs, donc 2 fois 40 gigawatts, avec pour objectif de se rapprocher le plus près possible du coût au kilo de l'hydrogène gris aujourd'hui. Mais on est sur la décennie à venir.
Thierry Trouvé souhaite y apporter un complément. Oui, juste un complément pour dire que je pense que dans cette affaire-là, il faut, et c'est ce qu'a fait Valérie, être modeste, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc il y a ce pari sur l'électrolyse qui est un pari très intéressant, mais à côté du CCUS, il y a d'autres technologies qui sont en développement, qui ne sont pas forcément au même degré de maturité, mais qui sont pour autant, qui peuvent arriver et changer la donne. Je parlais tout à l'heure de la pyrolyse de méthane. Si vous mettez du méthane dans un plasma, vous cassez la molécule de CH4 avec de l'hydrogène d'un côté, de l'autre côté du carbone solide. Et gérer du carbone solide, ce n'est pas la même histoire que de gérer du CO2. Donc, ce type de technologie, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Là, j'ai parlé de plasma, mais il y a d'autres méthodes avec des bains de solides fondus. Il y a d'autres possibilités pour créer de l'hydrogène, alors qui ne sera pas vert, qui sera plutôt bleu, mais voilà, la famille des hydrogènes bleus, elle est potentiellement plus large que celle que l'on imagine aujourd'hui avec le SMR et le CCUS. Et personne, je pense, aujourd'hui ne peut affirmer que c'est telle ou telle technologie qui va l'emporter. Peut-être que dans 20 ans, on parle de 2050, peut-être que dans 20-30 ans, il y aura une technologie qui se sera imposée avec des coûts très faibles, une acceptabilité sociale parce qu'on aura juste un résidu de carbone qu'on pourra d'ailleurs peut-être valoriser dans la construction, que sais-je encore. Et donc, voilà, je crois qu'il faut laisser... On fait aussi un certain nombre dans le domaine de l'électricité, un certain nombre de paris. On a aujourd'hui un certain nombre d'inconnus. Et dans le domaine du gaz et de l'hydrogène, c'est le cas aussi. Philippe Secquet. Oui, juste un complément, parce que ceux aujourd'hui qui effectivement font de grands espoirs sur l'hydrogène vert, en fait font référence à un moment qui pourrait arriver, mais qui n'est sûrement pas arrivé aujourd'hui, à un moment où on aura construit tellement de capacités de renouvelables intermittentes en Europe qu'à ce moment-là, l'électricité à certains moments sera non seulement gratuite, mais voire ça évitera effectivement après la. C'est vrai que si on veut avoir 60-70% d'électricité renouvelable, comme on en parle en Europe, vous n'allez pas pouvoir le faire facilement de façon terrestre, donc à l'évidence, il va falloir développer l'éolien offshore. Et à ce moment-là, quand vous aurez un paquet d'éoliennes offshore, et on le voit déjà en Allemagne, et qu'il y aura du vent en mer du Nord, l'électricité, on ne saura pas quoi en faire. Donc effectivement, vous aurez deux choix. C'est soit effectivement forcer tout le monde à payer pour mettre son électricité sur le réseau, ou alors fabriquer de l'hydrogène vert, à cette fois avec un coût d'électricité qui sera zéro, sachant que l'électricité est quand même le facteur de coût majeur, même avant l'électrolyseur, dans la fabrication d'hydrogène vert. Donc il y aura un jour où effectivement cette électricité pourra être considérée comme gratuite. Aujourd'hui, on n'en est pas là, et donc aujourd'hui, quand on veut faire l'hydrogène vert, il faut quand même accepter de payer le coût de la ferme solaire ou de la ferme éolienne qui va avec. Donc aujourd'hui, on est encore sur les projets pilotes de Power to Gas. Oui, c'est une affirmation, donc effectivement. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de projet de Power to Gas qui soit rentable. Mais je pense que c'est pour ça que le concept d'intégration sectorielle, d'intégration du système énergétique, de sector coupling, comme on disait dans le temps, l'année dernière à Bruxelles, est un concept important. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'on ne peut pas miser tout sur un seul vecteur. Et quand on couple les deux, chacun jouant son rôle, à ce moment-là, on peut aller à un optimum meilleur. Il y a une étude qui est sortie il y a 1 an et demi maintenant, qui a été publiée par Gas for Climate, qui a été faite par Navigant, qui montre, ou Guidehouse, mais ils ont changé de nom entre-temps, qui montre qu'en Europe, entre un système qui électrifie tous les usages et un système qui électrifie un certain nombre d'usages, mais qui conserve le vecteur molécule de gaz présent là où c'est pertinent, la différence de coût à un horizon 2050 où tout est décarboné, c'est l'hypothèse d'entrée de l'étude, la différence de coût, c'est 200 milliards d'euros, un peu plus de 200 milliards d'euros par an en Europe. Voilà. Donc ça montre bien qu'en jouant de la complémentarité, et cette complémentarité, elle joue par le fait qu'il y a du gas to power avec les cycles combinés gaz, les fameux CCGT, que peut-être il peut y avoir du power to gas dans l'autre sens si on construit beaucoup de renouvelables électriques, et c'est déjà le cas en Allemagne, comme l'a dit Philippe. Mais c'est aussi, et c'est là que ça rejoint la discussion de ce matin, les systèmes hybrides.
C'est-à-dire, ce matin, on a parlé usage, en disant, en usage, la chaudière hybride PAC plus chaudière haute performance gaz, c'est la meilleure solution. Mais d'un point de vue système holistique aussi. C'est-à-dire, c'est cette solution-là qui permet de piloter un système énergétique au moindre coût et avec la meilleure résilience. Alors, on avait une autre question par ici, si on peut amener le micro. Et on aura également Patrick Corbin au premier rang après. Oui, bonjour, Mathieu Lassalle, Primagaz. J'avais juste une question. Tout à l'heure, on a parlé rapidement du rendement de l'hydrogène. On ne l'a pas vraiment évoqué là cet après-midi. Je voulais savoir s'il y avait des pistes pour améliorer le rendement de cette énergie-là. Alors, le rendement, est-ce que vous pouvez préciser si on parle de production ou d'exploitation, transfert d'énergie? Si la question est, je l'ai traité tout à l'heure, mais peut-être trop rapidement, si la question est, j'ai de l'électricité, je fais de l'hydrogène avec, je le stocke ou je le transporte, puis ensuite je refais de l'électricité avec cet hydrogène, le rendement est catastrophique. Il doit être 25%. C'est pour ça qu'un certain nombre de gens vous disent, à juste titre, d'ailleurs Patrick Pelletat l'a dit ce matin pour la mobilité, c'est pas la bonne chose à faire. Et je suis complètement d'accord. C'est pour ça que ce concept de système, il faut avoir la vision d'ensemble. C'est-à-dire que si vous faites de l'hydrogène, il faut ou du gaz décarboné, il faut imaginer de l'utiliser en tant que tel, pas pour refaire de l'électricité. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit l'hydrogène n'est pas une excroissance de l'électricité, pas plus que c'est une excroissance du gaz naturel. C'est un vecteur en soi et il faut l'utiliser pour ce qu'il est. Mais en revanche, vous voyez bien que si on utilise les excédents d'électricité à un moment donné pour faire de l'hydrogène et qu'on utilise l'hydrogène dans l'industrie ou dans la mobilité lourde, eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas ces problèmes de rendement auxquels vous faites probablement implicitement allusion. Patrick Corbin, au premier rang. Moi, j'avais une question. Vous parlez beaucoup de coûts de production d'hydrogène, mais on sait que dans tout système énergétique, ce qui compte, c'est quand même le coût du produit arrivé chez le client, quel qu'il soit. Et selon que ce soit du gaz, de l'électricité et ainsi de suite, il y a quand même des coûts d'acheminement qui peuvent être très différents et représenter une part notable du prix final, entre guillemets. Et ma question sur l'hydrogène, je vous entends toujours parler de coût de production. Est-ce que ça veut dire que le coût de la logistique est à peu près réglé ? Je prends la question. Valérie Bouillon-Delporte. La réponse est non. mais je pense que Thierry en a fait la démonstration dans son exposé tout à l'heure. Aujourd'hui, transporter de l'hydrogène, alors Philippe l'a aussi mentionné, sous forme de gaz, c'est vraiment pas pratique. Les tube trailers que vous pouvez voir sur la route, vous transportez beaucoup de fonte et beaucoup d'hydrogène. Le coût est quand même assez important au kilo. On l'estime à peu près 2 € par kilo d'hydrogène transporté. Donc, vous voyez, si vous avez l'hydrogène gris à 1 € par kilo, vous le transportez, ça fait quand même plus cher de transport que de coût de production. Au niveau de la mobilité, si je prends la mobilité comme exemple, on sait qu'il faut arriver à une équation entre 7 et 8 € par kilo pour avoir une équation économique en équivalent énergétique pour le consommateur. On n'y est pas aujourd'hui, on est entre 10 et 12 € par kilo. Après, vous allez avoir un certain nombre de solutions. Thierry l'a mentionné aussi. De plus en plus, pouvoir se dire qu'on a à disposition des infrastructures de gaz existantes qui, pour 75% d'ici 2040, vont pouvoir transporter de l'hydrogène, là, vous changez complètement la question du coût de transport de l'hydrogène. Donc, on n'a pas de solution miracle. Vous prenez l'électricité, nous avons quand même la chance en France d'avoir une électricité majoritairement à base de nucléaire qui permet un prix tout à fait abordable de cette électricité. Quand vous allez en Allemagne, le prix de l'électricité n'est quand même pas le même. Donc, suivant les pays, vous allez avoir des positions énergétiques et des ambitions un petit peu différentes. Mais à un moment donné, vous avez un utilisateur. Cet utilisateur, il peut être dans la mobilité, il peut être dans l'industrie. Lui, ce qu'il veut, c'est rester le plus proche possible de son coût actuel. Juste un mot pour dire que l'étude que j'ai présentée tout à l'heure, on a regardé, on a fait des calculs. Donc dans ce réseau, le coût de transport de l'hydrogène était estimé à 0,1 € par kilo par 1000 km à peu près. Donc c'est plus cher que le gaz naturel, mais c'est nettement moins cher que l'électricité. Peu significatif. Je rebondis sur ce que vous disiez,
Madame Bouillon-Delporte, par rapport effectivement à la notion de coût et le consommateur, ce qu'il souhaite finalement, c'est assurément qu'on lui garantisse son coût de l'énergie. On est entre spécialistes, enfin quoique moi vous avez remarqué effectivement que j'avoue volontiers mon incurie sur certains sujets 100% gaziers. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que depuis tout à l'heure, on parle effectivement de coûts, on parle d'aide publique destinée à faire baisser le coût, soit de l'hydrogène, soit du méthane, ou en tout cas arriver à des prix de marché. Aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, il y aurait des systèmes à activer pour donner envie aux consommateurs d'être consommateurs, non pas d'énergie à bas coût nécessairement, mais d'énergie verte, d'énergie hydrogène, de biométhane? Est-ce qu'il y a des leviers? Est-ce que l'un de vous trois aurait des pistes sur ce sujet? Thierry Trouvé. Moi, je veux bien, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, je vais plutôt parler pour le coup de biométhane que d'hydrogène, là, mais c'est vraiment un sujet important. Depuis quelques années, avec l'administration et le secteur gazier, on travaille beaucoup sur la production de biométhane. On a parlé des tarifs, on a mis en place le droit au raccordement dont je parlais tout à l'heure, tout ça fonctionne. Aujourd'hui, on a un énorme trou dans la raquette, c'est on ne s'intéresse pas suffisamment à la demande. Si on veut développer une chaîne, un produit, il faut s'intéresser à la production, mais il faut s'intéresser à la demande. Aujourd'hui, je pose la question, quels sont les dispositifs qui encouragent la demande de biométhane? Quels sont les dispositifs qui encouragent la demande de biométhane? Par exemple, vous êtes un industriel, vous achetez du biométhane ou des garanties d'origine pour du biométhane. Donc, quand vous utilisez votre biométhane, vous êtes neutre en carbone. Donc, vous devriez avoir droit à le faire valoir dans l'ETS. Ah ben non, c'est pas possible. Les réformes qui sont envisagées aujourd'hui par l'État sur la TICGN, qui font qu'on mettrait une composition moyenne du biométhane pour tout le monde, désincite les industriels, les consommateurs, qui eux font un choix de prendre du biométhane, puisque finalement, eux, ils auraient un bénéfice fiscal, alors que là, finalement, qu'on en prenne pas, tout le monde, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de travail. Alors, Méthaneuf, dont on a parlé ce matin, c'est un dispositif qui travaille sur la demande. Le complément pour différence dont la ministre a parlé ce matin, c'est aussi un mécanisme de ce type-là. Moi, je pense qu'il est urgent. Alors, à chaque fois, on vous dit « Ah oui, mais c'est compliqué ». C'est ce qu'on a entendu encore ce matin. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est indispensable. On ne développera pas cette filière uniquement en s'intéressant à la production. Il faut travailler sur la demande, il faut avoir le courage de mettre en place ces mécanismes qui incitent les gens qui utilisent le biométhane à en avoir envie, en avoir besoin et à vouloir en acheter. Et ce faisant, on sera capable de mettre en place des mécanismes qui viendront en prolongement des mécanismes budgétaires. Eh bien, écoutez, merci à vous. Propos motivés et motivants, s'il en faut. Philippe Soquet. Oui, juste un complément au niveau des clients. On est encore à une époque où le client, il aime bien ce qui est vert, mais il n'est pas prêt à en payer le coût dans son immense majorité. Il faut quand même dire ce qu'il est. Ça fait plusieurs années là qu'on essaye, nous, de faire, par exemple, des cargogénels neutres en carbone. Et moi, j'avais dit à l'équipe, vous le proposez, mais il faut que le client accepte de payer le surcoût. Résultat, ça fait 2 ans qu'on essaye, on vient de faire le premier ce mois-ci, avec un Chinois, entre parenthèses. Comme quoi, il y en a qui peuvent être plus vertueux que des Européens. Un autre exemple, aujourd'hui, si vous voulez acheter de l'électricité verte, par exemple, je vais faire de la publicité pour Total Direct Energy, je ne vais pas me priver. Donc vous avez une offre électricité verte et une offre électricité grise, on va dire. Alors l'électricité verte, elle est un peu plus chère. Alors, je ne sais pas combien dans la salle aujourd'hui ont fait le choix d'avoir des contrats d'électricité verte. Il y en a au point. Moi, je suis pire que tout, je suis Enercop. Alors c'est bien. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas la majorité de nos ventes. Sur les industriels, aujourd'hui, on commence juste à avoir des industriels qui sont intéressés à ce qu'on leur fasse des PPA verts avec un surcoût. Mais ça commence juste. Donc il y a encore un travail, je dirais, d'éducation à faire et qui est important au niveau des citoyens, parce que ça commence par là, au niveau des industriels. Mais regardons-nous dans une glace. Aujourd'hui, oui, on aime bien ce qui est vert, mais si ça nous demande un peu trop d'efforts, et
on n'est pas encore tout à fait prêt. Mais bien sûr qu'il faut y accompagner aller. le Et il faut mouvement. donner, comme l'a dit Thierry, il faut donner les moyens aux clients de faire le choix. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des secteurs. L'électricité, c'est un bon secteur, je trouve, parce qu'on peut lui donner le choix. Dans le gaz, aujourd'hui, il n'a pas le choix. Et c'est dommage. Merci à vous pour toutes ces informations. On est arrivé au bout du temps qui était consacré à cette table ronde. Je vous remercie d'y avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous ici même dans un quart d'heure, après une petite pause café qui aura lieu au premier étage, si vous le souhaitez évidemment, pour la dernière table ronde de cette journée. À tout de suite.